Salut à tous, c'est Maximilien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où je vais simplement répondre à vos questions que vous m'avez posées sur Instagram. Donc ça va être une vidéo assez chill, on va pas se prendre la tête. Je vais essayer de faire un minimum de cut pour avoir l'effet un peu podcast. Donc on commence la vidéo sans plus tarder. C'est parti. Plutôt kiné ou ostéo en FA? Alors c'est une très bonne question parce que quand on est blessé ou qu'on ressent des douleurs, on a tendance à ne pas savoir vraiment vers qui s'orienter. En fait, si on doit faire une grande distinction de la kiné et de l'ostéopathie, on va dire que ça se joue au niveau de la thérapie manuelle en fait. L'ostéopathe va être un petit peu plus axé sur les thérapies manuelles. Donc je dirais ce qui va être rendre la douleur un petit peu moins présente momentanément. En fait, je vois vraiment l'ostéopathie comme une thérapie qui momentanément va t'aider à réduire tes douleurs sur le court et très moyen terme. En fait, la kiné, c'est une thérapie qui de nos jours se voit de plus en plus holistique. On essaye de vraiment voir le corps comme un ensemble de choses. On va bosser un petit peu plus sur des exercices de réhab, renforcer le corps, etc. Donc en fait, ça va dépendre. Il y a des kinés qui ont des très bons résultats du coup avec la pratique tout simplement du renforcement, etc. Et c'est ce que moi je préconise. Quand une douleur arrive, généralement c'est qu'il y a une problématique quelque part. Il faut renforcer la zone, sans parler des bienfaits bien évidemment de l'afflux sanguin, de la stimulation des tissus, etc. Et du coup, de l'autre côté, il y a l'ostéopathie qui va être plus sur de la manipulation, etc. Et en fait, il y a certains mécanismes. Aujourd'hui, scientifiquement, on pourrait même pas les expliquer, mais par exemple, faire craquer, ça fait du bien, mais on ne sait pas vraiment pourquoi en fait. Donc moi, je te conseillerais de tourner vers de la kinésithérapie, dans le sens où ça va être un petit peu plus spécifique à ton sport. Forcément, tes douleurs sont vraiment là par de la sursollicitation ou je ne sais quoi. L'ostéopathie, ça peut être un bon complément. Non, faut savoir aussi que c'est compliqué de se faire rembourser des séances d'ostéopathie, tandis que la kiné, si tu arrives à choper une petite ordonnance chez ton médecin généraliste, une ordonnance à l'année, tu peux facilement avoir ton suivi remboursé par la Sécu. Néanmoins, attention, je ne dis pas que l'ostéopathie c'est nul, ni l'inverse, c'est juste quelque chose qui va être plus spécifique à ton sport. Deuxième question, c'est tu penses quoi des fatigue single? Alors déjà pour résumer un petit peu la chose, le fatigue single en fait ça va être un single que tu vas effectuer après par exemple un ramp-up. Dans les faits c'est quoi? C'est tu fais une montée en x3 et à la fin de ta montée en x3 tu fais un single qu'ils appellent le single post-fatigue. Alors moi ce que j'en pense c'est que déjà je suis très mitigé dans le sens où on voit ce format depuis peu réémerger parce que c'est quelque chose qui existe depuis la nuit des temps mais qui de nos jours depuis quelques mois fait un peu office de mode et moi je suis pas fan des modes parce que généralement quand tu progues quelque chose qui est à la mode, c'est que c'est quelque chose sur lequel tu n'as pas, en tant que coach, assez de recul en fait. Typiquement, la plupart des gens que je vois coacher du fatigue single par mode, c'est sur eux-mêmes, ils n'ont jamais testé ce genre de format. Donc comment veux-tu coacher quelque chose sur lequel tu n'as aucun recul? Donc je dirais que dans l'idée c'est pas mal, dans le sens où il y a les personnes qui ont tendance à vraiment tout donner sur le top set, et sur un format top set, back off set, oublier un petit peu le back off, ou alors du moins mettre un petit peu moins d'intention dedans. Maintenant, je pense que c'est une mode qui est de passage, et selon moi c'est surcoté dans le sens où justement c'est une mode. Maintenant ça peut être intéressant pour certains profils bien spécifiques. Donc pour le mot de la fin en fait c'est juste ne faites pas des choses par effet de mode mais faites plus des choses qui sont cohérentes en fonction de qui vous allez coacher, qui vous avez en face de vous. Alors quatrième question, c'est quoi le type d'athlète que tu préfères coacher et à l'inverse celui que tu aimes le moins? Alors du coup moi j'ai pas forcément un type d'athlète que je préfère à un autre. Je dis juste qu'en général moi je suis un bon coach quand la personne en face de moi va être un bon athlète. Et quand je dis bon athlète, c'est l'athlète qui est investi, qui va être investi dans ses retours, etc. Je parle pas en termes de charge. En fait, partez du principe que tous les coachs sont nuls à partir du moment où il n'y a pas de suivi, où il n'y a pas de collaboration. Parce que tu peux avoir en fait toutes les connaissances du monde. Si tu ne connais pas ton athlète, tu ne sauras pas quoi appliquer exactement sur lui et donc ça fera de toi un mauvais coach. Et c'est pour ça que moi j'ai quelques collaborations qui se sont mal passées parce qu'en fait il n'y avait aucun suivi, malgré le fait qu'il y avait des relances, etc. Aucun retour, aucun investissement dans la prog, etc. Et en fait, tu as juste envie de te dire mais pourquoi tu commences le coaching? Pourquoi faire? Est-ce que tu penses vraiment que le coaching c'est une pilule magique que je vais te donner et que ensuite tu vas exploser? Non, c'est pas comme ça que ça marche. Le coaching c'est une collaboration où en fait moi tu vas me donner de la data et moi à travers toutes les infos que tu me donnes je vais ressortir une méta qui va fonctionner sur toi mais peut-être qui va pas fonctionner momentanément et en fait on va faire évoluer cette méta pour tendre vers quelque chose de vraiment individualisé et qui correspond à toi. Mais si tu me donnes rien comme info et si tu t'investis pas, mais tu n'auras aucun résultat. Donc pour conclure, en fait, j'aime bosser avec les athlètes qui sont investis dans leur pratique et qui prennent le coaching parce qu'ils savent où ils vont en fait. Cinquième question, je crois, la chose que tu ne referais pas si tu devais reprendre le power
à zéro. Alors déjà, je reprendrai pas d'ammoniac parce que ça m'a démonté le cerveau. Non, en vrai, petite histoire, mais quand j'ai commencé le power, c'était la mode de l'ammoniac, etc. C'était la mode de oui, mais t'inquiète, c'est pas toxique, etc. Voilà, je pense que les gens se rappellent un petit peu de ce genre de vidéo. Il fallait une fois où j'ai pris de l'ammoniac et j'ai eu la moitié du corps en fait engourdi et ça m'arrive encore de la sentir engourdie. Pour vous dire, presque plus de 3 ans après. Donc évitez l'ammoniac. Deuxième chose, aller à l'entraînement sans savoir ce que je vais faire. En fait, moi quand j'ai commencé le power, c'était bon bah je vais faire un peu de volume aujourd'hui, je vais faire un peu de force aujourd'hui. Enfin, j'allais à l'entraînement instinctivement et à aucun moment je me suis dit je vais prendre un coach. Donc ça serait vraiment prendre un coach, m'éviter toutes les douleurs, blessures que j'ai eues stupides, m'éviter de perdre mon temps tout simplement hein, parce que en fait quand t'es débutant, t'as une marge de progression qui est énorme et en fait soit tu l'exploites bien et tranquillement donc tu progresses linéairement sans douleur, soit tu l'exploites mal et tu progresses d'un coup mais tu te flingues, soit tu progresses pas du tout en fait. C'est ondulatoire, c'est des fois tu passes une barre puis la semaine prochaine tu la repasses plus. Bon déjà si tu fais 2 fois la même barre, une intensité très haute avec 2 semaines d'intervalle, c'est que t'es dans le faux peut-être. En fait ça serait vraiment mettre mon entraînement dans les mains de quelqu'un qui est compétent, qui va me driver, j'aurais juste à faire ce qu'il me dit de faire, communiquer avec lui, aussi apprendre de lui, apprendre de son expertise et aussi m'entraîner au standard parce que si tu ne t'entraînes pas au standard pendant 1 an, changer tes schémas moteurs pour retourner vers quelque chose du coup de plus forcément difficile, hein, la claque, la DEPS, etc. S'entraîner avec un clip de compétition, c'est toujours compliqué, alors que moi, voilà, au squat, j'avais pas la DEPS. Je me suis entraîné avec le cul qui touchait pas le bench pendant plus d'1 an. J'avais les straps au deadlift. Enfin, ça a été très compliqué de faire la transition, mais j'ai réussi, donc voilà. Mais entraînez-vous au standard, prenez un coach et prenez pas de l'ammoniac. Tu penses quoi des différentes fédérations, WPC, FF Force, etc. Bon, en fait, j'en pense rien de... Voilà, j'en pense rien en fait. La FF Force, c'est la fédération officielle. Voilà, donc c'est là où tu vas avoir entre guillemets le plus de visibilité si t'es un athlète. La FF Force, ça va être là où il y a les compétitions entre guillemets les mieux organisées et encore il y a certaines compétitions qui sont très mal organisées parce que c'est organisé par des petits clubs, enfin les petites compétitions régionales, etc. Mais on va dire en termes de compétition nationale, monde, bah forcément tout ce qui va être FF Force, IPF, etc. Ça va être le top au niveau de l'organisation parce que moi j'ai déjà vu un peu l'organisation d'autres fédés en France hors international hein, où c'était pas très bien organisé, donc je dirais ça. Maintenant j'ai pas vraiment un avis tranché là-dessus, moi je m'en fous, je tire en FF Force et ça me va très bien comme ça. Voilà, ça a l'air d'être cool aussi, un peu l'ambiance dans les autres fédés. Le principal c'est que les gens s'y sentent bien en fait. Après il y a aussi le côté testé, non testé. Bon, tout est relatif parce que forcément tu peux toujours passer à travers les mailles du filet, hein, on le sait tous. Les tests antidopage se font uniquement sur les très grands athlètes, la plupart sont pas testés. Moi il y a eu énormément de podiums que j'ai vus qui n'ont pas été testés aux France de cette année. Enfin, tout est relatif, mais après ça coûte très cher aussi de faire des tests antidopage, donc c'est logique qu'il n'y en ait pas pour tout le monde. Alors, ta pire histoire en tant que coach? Non, j'ai pas de pire histoire. Dieu merci, je suis tombé majoritairement sur des athlètes vraiment géniaux, très sympas, et la plupart de mes collaborations qui se sont terminées pour des problématiques d'argent généralement. Des fois aussi, voilà, une lassitude de l'entraînement en mode voilà, je me rends compte Max que le power c'est pas pour moi, j'arrête. Et c'est ok pour ça. Maintenant oui, il y a eu des petites fins de collaboration un peu moins cool et c'est dommage je trouve. C'est dommage parce que moi au quotidien j'essaye d'être voilà, vraiment là pour mes athlètes, pour construire cet esprit de cohésion, etc. Mais par moments, bah, en fait humainement ça passe pas. Donc je trouve ça dommage, mais encore une fois ça fait partie du jeu et ça prouve aussi l'authenticité du coaching. Si ça se passait bien avec tout le monde, c'est que y aurait ce côté un peu faux, peu authentique en fait. Moi, je suis, comment dire, un être humain avec des émotions, donc forcément, j'essaye de prendre sur moi, de mettre de la pédagogie, etc. On va dire que sur 99% des gens que j'ai coachés, ça s'est toujours bien passé et je suis très très heureux de faire ce métier. Et j'ai trop de la chance parce que moi, dès qu'il y a une petite galère dans le coaching, moi j'en fais part, je parle beaucoup avec mes athlètes et ils sont géniaux, ils sont tout le temps là à me soutenir, enfin... Sans mes athlètes, je ne serais pas coach à plein temps et je ne peux que leur dire merci, donc... On va dire que je suis un coach chanceux. Après, faut pas oublier aussi qu'on est dans un petit milieu, donc comme dans tout petit écosystème, il y a des éléments perturbateurs. Mais en fait, le but du jeu, c'est juste de pas dépenser son énergie là où c'est inutile en fait. On voit passer partout de petits dramas, de choses comme ça.
En fait, si les gens s'occupaient un petit peu plus de leur performance, de leur vie personnelle, etc., le monde irait mieux. Mais c'est comme partout, hein, dans une classe au collège, il y a toujours des petites choses qui se passent. En fait, chaque écosystème aura ses petits éléments perturbateurs et c'est le cours de la vie en fait. Alors, changeons de sujet, on parle un petit peu programmation. C'est quoi le mouvement que tu garderais en assist si tu devais qu'en conserver un? Bon, je pense avoir compris ta question. Le mouvement que je garderais en assist si je devais en conserver qu'un seul. Je suis un petit fan de l'iliac pull down. C'est l'exercice où on fait un tirage unilatéral jusqu'à la hanche. Moi j'aime bien cet exercice parce que niveau sensation c'est incroyable. C'est un exercice que j'ai toujours eu et que je garderai toujours. Maintenant, en termes d'efficience, si je devais en garder un exercice en unilatéral, ça c'est sûr, et sur un axe qu'on ne travaille pas trop sur un mouvement SBD. Donc j'ai pas d'exercice, mais par exemple, je sais pas, bon c'est pas en unilatéral, mais un OHP, j'aime bien parce que c'est une poussée à la verticale. Les BSS, parce que on travaille sur des angles un petit peu plus profonds, et en plus en unilatéral, donc c'est intéressant. Mais j'ai pas vraiment, voilà, cet exercice accessoire, je le garderai. J'ai mes petits chouchous, mais bon, voilà. C'est pas une question, mais venez chez Hormez Process, c'est fort. Bah merci chef. D'ailleurs on me demande souvent ça vient d'où Hormez Process. Alors en fait Hormez c'est un concept, c'est une loi, c'est la loi de l'Hormez. Le process bah, c'est le processus. En fait la loi de l'Hormez c'est l'adaptation de ton corps vis-à-vis d'un stress qui ne dépasse pas sa capacité d'adaptation justement. Typiquement c'est tu vas faire une série à l'échec, tu vas pas mourir de ta série à l'échec, pour autant ton corps a vécu ça comme un stress et qui n'a pas dépassé sa capacité d'adaptation parce que t'es pas mort justement. Et du coup, il va répondre à ce stress en s'hypertrophiant. Donc pour être prêt la prochaine fois à répondre à ce stress. Je vais vous lire tout simplement la définition Google, mais c'est le terme Hormez trouve son origine dans le grec ancien hormao, signifiant stimulation ou excitation, et a été initialement utilisé pour décrire le phénomène observé lorsque de faibles doses de substances toxiques avaient des effets stimulants sur des organismes vivants. En gros, c'est la dose qui fait le poison. C'est un peu le principe du vaccin. C'est je t'injecte un agent pathogène à une faible dose. Du coup, ton corps sécrète énormément d'anticorps pour t'immuniser à cela. Et vu que la dose était vachement faible, bah tu risques des petits effets secondaires, mais rien de bien fou. Donc moi, je kiffais ce concept parce que c'est clairement ce qui se passe au cœur de nos vies, mais aussi au cœur du power. En fait, c'est ta vie sportive, professionnelle, amoureuse, tout ce que tu veux, elle sera toujours exposée à des agents toxiques, à des agents stressants, genre c'est le principe de la vie. Hein. Tant que tu décides que ça ne dépassera pas ta capacité d'adaptation, donc tu ne mourras pas, ces épreuves, enfin cette toxicité en fait, aura un effet positif sur toi parce que ça va te renforcer. Donc en fait, techniquement, c'est je me conditionne mentalement à aller à la salle en me disant bah cette séance va me faire du mal quelque part, mais en fait elle va me rendre meilleur et elle va me rendre plus fort. Cette épreuve dans la vie que je suis en train de vivre, elle me fait mal momentanément. En fait, je décide qu'elle ne dépasse pas ma capacité d'adaptation, donc je me roule pas en boule dans le sol et j'attends ma mort. Parce que je sais que demain, en fait, mon organisme sera beaucoup plus puissant, beaucoup plus fort. Et en fait, il faudra toujours plus, entre guillemets, pour m'atteindre. Et du coup, moi, l'Hormez, c'est quelque chose qui me parle énormément. Alors, nouvelle question. Des nouveaux coachs chez Hormez Process? Coquin. Alors la personne qui m'a posé la question est forcément très bien renseignée. Alors du coup pour répondre à ta question, bah je ne répondrai pas. Allez, à la suivante. Ah, d'ailleurs, la suivante est intéressante, c'est comment être heureux boss? Bah écoute, merci pour cette belle question. J'aimerais bien t'y répondre, mais en fait déjà il faut définir ce que c'est être heureux. Qu'est-ce que tu appelles être heureux? C'est vivre des moments de bonheur par moment, c'est accepter que la vie est difficile et entre guillemets arriver à danser sous la pluie. Moi je dirais comment être heureux, bah des choses simples, c'est vivre simplement, vivre dans un contexte où tu es stimulé, où tu vis aussi de la négativité. Le sens négatif c'est la fatigue, les choses comme ça, c'est en fait avoir un sens à sa vie. En fait c'est genre se lever le matin, savoir qu'il va y avoir de la difficulté dans ta journée, mais en fait être heureux de te confronter à cette difficulté parce que tu sais ce que tu es en train de faire. Typiquement, moi je suis vachement reconnaissant et vachement heureux d'être coach à plein temps aujourd'hui et de pouvoir vous faire cette petite vidéo. Par contre, il y aura des jours, bah, je vais être heureux de travailler, mais ça va être très fatigant. Forcément, des fois, je serais plus confortable à prendre un métier lambda et voilà, attendre à la fin du mois que ma paye tombe. Sauf que ça me rendrait pas heureux. Donc en fait, c'est trouver la difficulté attrayante, trouver du confort dans l'inconfort, se mettre en difficulté aussi pour se challenger, trouver son bonheur là-dedans, donc la difficulté contre la récompense, contre le fait de savoir où je vais, etc. Il y a tout un contexte aussi pour être heureux. C'est très dur d'être heureux quand tu es mal entouré. C'est très dur d'être heureux quand du coup tu fais quelque chose dans ta vie qui ne te plaît pas au quotidien, travail, je ne sais quoi. C'est compliqué d'être heureux quand on ne s'aime pas soi-même. Donc le but du jeu, ça va être de t'aimer. Tu peux pas être heureux si l'enveloppe dans laquelle tu vis ne te rend pas heureux déjà. Et du coup, au niveau du contexte entre guillemets humain, entoure-toi des bonnes personnes.
essaie de provoquer des bonnes rencontres, justement. Bon, malheureusement, les épreuves de la vie feront que tu tomberas sur les pires personnes aussi, mais ça fait partie du jeu et ça va avec la loi de l'Hormèse. Tu seras exposé à un stimulus qui est excessivement stressant. Donc comment être heureux, c'est rien de tout, chef. Et malheureusement, aujourd'hui, j'aurais pas de réponse ultra précise à te donner, mais j'y travaille. Je t'en donnerai une réponse d'ici, allez, 15 ans, un truc comme ça. Alors, une question qui va un peu avec la loi de l'Hormèse, c'est la douche froide surcotée ou sous-cotée. Alors moi, je dirais que c'est coté à sa valeur, dans le sens où l'exposition au froid, c'est un des processus de l'Hormèse, justement, et c'est quelque chose qui est extrêmement positif, mais je pense à un moment dans ta vie et pour un type de personne. Alors on va faire tout simplement un exemple tout bête. La personne qui généralement est en dépression va avoir une suractivation du système parasympathique, donc le système entre guillemets du repos, de l'inaction, etc. Et en gros, je dis en gros. Et en gros, exposer cette personne à un stimulus comme la douche froide, qui est un stimulus très stressant, mais qui ne dépassera pas sa capacité d'adaptation, ça peut être génial parce que d'une part, elle se sentira en vie, dans le sens où voilà, il y a des sécrétions qui vont se passer dans son corps, elle va ressentir des émotions, alors des émotions certes de douleur entre guillemets, mais l'activation de son système sympathique, donc l'inverse de son parasympathique, va vraiment, entre guillemets, réveiller cette personne. Et ce genre de petits stimulus au quotidien, ça peut être génial. Vraiment ce sentiment de, ok, je sors de ma médiocrité, entre guillemets, et je me challenge dans ma vie. Je cherche vraiment à m'exposer justement à la difficulté qui va me faire sortir peut-être de cette dépression. Ça peut être génial. Donc dans ce contexte-là, moi je préconise généralement voilà, la douche froide aux personnes qui sont un peu déprimées, dépressives au sens pathologique du terme, hein, il faut le dire. Prends ta douche froide le matin et tu verras ce que c'est voilà, de se réveiller du bon pied. Maintenant il y a des effets aussi à noter, c'est que par exemple la douche froide ça peut avoir un effet vraiment anti-inflammatoire et qui peut pas être forcément très bon au quotidien, dans le sens où on a besoin d'une certaine inflammation dans son corps en fait pour justement que le corps se répare sans rentrer dans les détails. Donc par exemple il y a des douches froides qui vont pas être positives. Typiquement la douche froide de 10 minutes après l'entraînement. Ça va pas être la meilleure des idées. Mais voilà, une petite douche froide tranquillement le matin pendant 1 minute. En fait, une exposition au froid, ça peut être que positif. En fait, il faut faire aussi attention à un moment à ne pas rentrer dans la surstimulation endocrinienne quelque part parce que, en fait, quand on va prendre une douche froide, il va y avoir quand même des grosses poussées de cortisol et en fait, surstimuler les glandes surrénales en fait, donc les glandes qui sécrètent du cortisol, au quotidien, ça peut amener à de la fatigue chronique. Donc en fait, dans un contexte où vous êtes déjà fatigué en permanence parce que vous vous entraînez très dur, le power c'est très fatigant, etc. En fait, rajouter une douche froide, ça va être un peu la goutte de trop quelque part. Donc ça peut... En fait, c'est la dose qui fait le poison. C'est toujours la même idée. C'est... J'essaye de m'exposer un maximum à de la difficulté, mais en fait, au bout d'un moment, la difficulté va devenir telle que ça va être l'effet inverse. C'est je vais manger la difficulté en pleine gueule, quoi. Donc pour conclure, douche froide de temps en temps pour les personnes généralement qui sont déprimées. Les personnes anxieuses, ça va être autre chose. On va essayer justement de pas trop se tourner vers la douche froide, mais justement plus vers de la douche chaude généralement. Et en prenant en compte que c'est pas la douche froide qui va nous sauver de telle ou telle chose. T'as du mal à te réveiller le matin, avant de prendre une douche froide, essaye de voir pourquoi t'as du mal à te réveiller le matin, justement. Alors je tiens à dire que j'ai aucune note, que je fais vraiment, j'avais pas lu les questions avant, enfin je les avais survolées. Donc si je dis des petites bêtises ou que je rentre pas dans les détails, c'est normal, hein, c'est vraiment, je vais faire un truc chill en freestyle. Un conseil pour une personne souffrant de TCA. Ah, c'est une question ça. Moi, déjà je peux vous donner mon témoignage. Moi j'ai longtemps eu des TCA comme la plupart des gens, hein. J'en parlais dans mon dernier webinaire pour mes athlètes. En fait les TCA ils sont partout de nos vies, hein. C'est pas parce que t'es pas arrivé au niveau morbide en fait du TCA que t'en as pas. Pour moi un TCA c'est la petite habitude alimentaire mais qui va être un peu néfaste pour ton corps, pour ton mindset, etc. Donc moi déjà un conseil que j'aurais à donner, c'est d'identifier ce TCA. C'est d'identifier ce petit trouble du comportement. Par exemple, je posais une question toute bête, mais dans le webinaire, je disais qui ici a déjà ressenti de la culpabilité après avoir mangé un chinois à volonté ou un petit excès quoi. Et même un excès, on reverra la définition, mais qui a déjà eu ce petit sentiment de culpabilité? Et j'ai eu pratiquement 90% du webinaire qui ont levé la main. Et en fait, ça c'est quelque part un petit TCA parce qu'on n'a pas à culpabiliser en fait le fait de s'être octroyé un plaisir. On n'a pas à culpabiliser parce qu'on a peur de prendre du poids ou je sais pas quoi. En fait, tout ça c'est des petits TCA. Donc déjà les identifier, c'est aussi faire de la prévention sur ce que ce petit TCA peut devenir dans quelques temps. Et moi je sais que ce qui m'a vachement aidé, c'est de relativiser en fait. C'est de me dire mec, dose.
Ne sois pas dans l'excès, parce que moi j'avais un peu ce comportement orthorexique de tendre vers toujours ce qui était le mieux pour moi. La meilleure alimentation, le meilleur timing. Et en fait, à faire ça, tu rentres dans vraiment un syndrome névrotique. Tu rentres dans une névrose. Tu peux plus manger cet aliment-là à ce moment-là parce que c'est pas bien. Tu peux plus manger cet aliment-là tout court parce que c'est pas bien. Et ça, c'est un TCA. Alors, t'essayes de faire les choses bien, donc c'est camouflé. Ah, mais je mange bien. Oh, tu vas pas me critiquer parce que je mange bien. Mais en fait, c'est tellement plus profond que ça. C'est genre en mode, arrête de te mentir à toi-même. Et rends-toi compte que tu as peur d'un aliment, tu as peur d'un timing, tu as peur de manger cet aliment, tu vois. Et ça, c'est un TCA. Et du coup, aujourd'hui, moi, j'essaie juste de doser encore une fois. C'est la dose qui fait le poison. Si tu es trop à cheval sur tes croyances alimentaires, etc., bah en fait, tu vas créer du TCA. Si tu l'es pas assez, bah, tu vas créer de l'obésité, par exemple. Je suis vraiment aujourd'hui dans une optique où j'ai mes routines alimentaires, j'ai mes 2 repas par jour, etc. Mais en fait, j'ai plus ce plan alimentaire dans la tête qui me dit aujourd'hui, tu dois manger ça à cette heure-ci, etc. Non. En fait, je mange quand j'en ai faim. J'essaie de cuisiner au maximum brut, donc des aliments bruts qui sont quand même bons pour ma santé. Mais ça m'arrive de manger 2 fois par semaine des gnocchis. J'ai mes petites habitudes et je ne ressens jamais de culpabilité. En fait, je ressens même plus de frustration parce qu'au quotidien, j'ai tout ce dont j'ai besoin. J'ai mes petits carreaux de chocolat. Et en fait, je me sens tellement mieux comme ça. Alors certes, j'ai un petit peu moins d'abdos qu'avant. J'ai un peu moins le physique, mais même, j'ai un physique qui est beaucoup plus tenable sur le long terme dans le sens où avant, bah, ça faisait le yo-yo. J'étais très sec, puis un petit peu plus gras, puis gras flotteux parce que je venais de péter un câble sur de la nourriture. Donc le but du jeu, en fait, ça va vraiment être de trouver cet équilibre dans ta nutrition qui va faire que au quotidien, tu vas t'octroyer des petits plaisirs tout en restant aussi conscient que ce que tu mets dans ta bouche, c'est quand même avant tout de l'énergie. Donc voilà, si c'est des TCA qui sont entre guillemets minimes, essayez d'agir dessus dès maintenant, en vous posant les bonnes questions aussi. Et si c'est vraiment un stade très élevé, bah, c'est bien aussi de se remettre en question, mais il y a des personnes beaucoup plus compétentes que moi pour répondre à vos problématiques. La chose surcotée en FA selon toi? Alors les choses surcotées, il y en a tellement, mais je pense que la plus grande, ça va être l'extravagance d'une programmation. Honnêtement, pour tous les coachs qui me regardent et peut-être qui débutent dans leur activité, donc qui n'ont pas forcément un système et une méta entre guillemets, allez vraiment à l'essentiel. Allez faire des choses simples. Une petite surcharge progressive, on surcharge le format, petites adaptations, des petits exercices qui sont en rapport avec les problématiques de vos athlètes, mais ne rentrez pas dans l'extravagance, dans le marketing. Restez vraiment sur quelque chose de simple, de compréhensible par votre athlète et de traquable en fait. Parce que plus ça va être extravagant, plus vous allez avoir de la difficulté à comprendre réellement ce qui est en train de se passer. Et moins du coup, vous allez être efficient sur le long terme pour votre athlète. Alors bien évidemment, des fois, on essaie de mettre un peu l'effet placebo dans certains de ces exercices. Typiquement, je vais pas dire de nom parce qu'il va y avoir des gens qui vont se sentir visés, mais je vais te mettre un exercice au bench qui est ultra extravagant. Et en fait, je vais tellement croire en ma méta et je vais tellement faire croire en cette méta à mon athlète que va y avoir des résultats. Mais je pense pas que cet effet placebo soit à long terme déjà d'une part, et je suis pas sûr que ce soit le meilleur des chemins à prendre en tout cas. Donc voilà, pour répondre à ta question, c'est vraiment cet aspect de vouloir toujours rentrer dans le marketing, dans quelque chose en fait qui n'a ni qu'une tête. Alors question très intéressante, faire face à l'échec et plus spécifiquement la séance d'après, comment aborder la même barre. Déjà, si tu as subi un échec entre guillemets, essaye de voir avec ton coach, en l'occurrence c'est moi parce que c'est une de mes athlètes, pour voir comment adapter la semaine prochaine. Parce que le but du jeu, c'est de pas retenter directement une barre que tu as échec la semaine d'avant. Donc le but du jeu, ça va être déjà de communiquer avec ton coach pour voir comment mettre en place des adaptations vis-à-vis de cet échec. Mais surtout aussi se brider mentalement à se dire « Ok, c'était peut-être pas le bon jour. Peut-être qu'aujourd'hui, j'étais un petit peu fatigué, pas dedans, etc. » Voir techniquement avec ton coach ce qui n'allait pas. Des fois, on fait un échec, mais c'est pas une question de force ou de nerveux. Hein. C'est une question de trajectoire. Par exemple, je sais pas, au bench, t'es descendu coup de trop ouvert, ils sont trop ouverts pendant la remontée et tu t'es retrouvé à pousser dans le mauvais sens, tout simple. Donc, éliminer toutes les causes qui ont pu mener à cet échec et ensuite retravailler sur le momentum de la prog, donc voir un petit peu comment relancer sur un format peut-être qui est différent, avec un pourcentage de charge, enfin sur la charge qui est un peu différent, relance une dynamique pour te remettre d'une part en confiance et ensuite quand tu seras resoumis à cette barre, qu'il y a quand même eu un petit temps de latence entre la fois où tu l'as loupé et la fois où tu la repasses, histoire que quand même au niveau de la confiance ça puisse reprendre un petit peu de confiance. Et bon là c'est un peu barbare ce que je vais dire, mais aussi faut se les sortir pour aller au front et en fait faut pas avoir peur de sa barre. C'est pas un bout de métal qui doit te faire peur, au contraire.
tu te mets juste dans de bonnes conditions, tu te mets tes sécu, tu te fais spotter par quelqu'un et en fait comme ça tu as tous les facteurs de peur entre guillemets qui sont éliminés et tu peux te concentrer uniquement sur le fait de pousser contre ta barre et insister et genre survivre en fait, tout simplement. Alors, est-il important de s'entraîner sur du calibré? Alors, je vais répondre à ta question en plus global. Est-il important de s'entraîner sur du matériel de compétition, donc le banc qui va avec, la barre, etc. Je dirais qu'au niveau du poids, ça va pas changer grand-chose en soi, même si on sait que voilà, les poids des salles commerciales sont approximatifs. Mais c'est pas ça le plus important. Pour moi, ce qui va être important, c'est une bonne barre. Donc une barre qui n'a pas un gros whip, donc le fait qu'elle se torde facilement, et qui a un bon knurling central pour avoir un bon ancrage dans le dos. Donc le but du jeu, c'est vraiment de chercher la stabilité en fait. Stabilité sur le bench et surtout sur le squat. Sur le deadlift, ce qui va être bien, c'est que sur une barre de compétition, ça va être un peu plus rigide et du coup, ça va t'apprendre vraiment à bien placer tes hanches. Là où en fait sur un matériel plus élastique, comme une barre d'une grande enseigne, on va se retrouver à avoir les hanches un petit peu plus hautes, à avoir un hinge et un wedge qui est un peu différent. Ce qui fait que quand tu te retrouves sur une barre en compétition, tu as l'impression tu passes d'une deadlift bar à une power bar en fait. Donc le but du jeu, ça va être de se mettre en fait à l'année dans des conditions de compétition. Et le plus important, c'est une bonne barre justement. Malheureusement, dans les salles commerciales, mis à part de ramener la tienne et encore, ça va être compliqué. Maintenant, en ce qui concerne le matériel, on peut toujours faire 100. Au niveau du squat, il n'y a pas de problème avec les racks. Au niveau du bench, ça va dépendre du banc, mais il y a des bons bancs. Honnêtement, le Technogym, il est pas mal. Bon, tu t'enfonces vachement dedans. Donc quand tu fais la transition entre le Technogym et un Eleiko par exemple, je parle pas des nouveaux Eleiko, mais les anciennes générations, ça fait un peu mal. Tu peux vite t'adapter. Donc pour répondre à ta question, est-il important de s'entraîner dans le calibré? Je dirais qu'il est plus important d'avoir une bonne barre. Mais ce qui va être intéressant, c'est que si tu t'entraînes sur du calibré, c'est que généralement tu as un bon entourage parce que tu es dans une bonne salle, je l'espère. Et ça va être ça qui va être important, c'est l'ambiance en mode j'ai pas besoin de me cacher au shot pour mettre du talc. Mon pote il peut mettre une patate, je vais pas me faire regarder mal par la gérante de mon Basic Fit. Et je sais pas, juste être dans un contexte où en fait t'as envie de pousser quoi. Ok, ma caméra est en train de péter un câble, donc je vais vous remercier d'avoir écouté jusqu'au bout cette vidéo. On refera un épisode parce qu'il y avait encore plein de questions auxquelles il fallait que je réponde. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et me poser vos questions en commentaire si vous en avez. Likez la vidéo, on s'abonne, on partage aux copains. Le but du jeu, c'est vraiment de faire en sorte que cette chaîne elle prenne beaucoup d'expansion parce que le but du jeu, c'est quand même que mes podcasts, mes vidéos soient le plus entendues possible pour déjà éveiller un maximum de pratiquants qui débutent la force ou même vous donner de nouvelles perspectives vis-à-vis de certains sujets. Et si vous êtes intéressé par du coaching, n'hésitez pas à vous rendre en description et suivre le lien de mon site internet. Il y a tout ce qu'il faut dessus. Allez, je te dis à la prochaine, boss.